Ça vous laisse le temps de souffler? On y va? Alors bonjour à tous. Bonjour. Je me présente, j'attaque. Donc Sébastien Simonet, je suis prof en collège dans la Loire, un petit collège de campagne à Régny. J'ai plutôt des ados, des 4e, 3e. Et donc le projet qu'on va vous présenter a été mené sur des classes de 4e. Et puis je vais te laisser Elise présenter la suite, le gros du projet. Moi je reviendrai après pour 2 temps en particulier. La création des contenus qu'on nous a demandé de ludifier. Donc en particulier ce qui m'intéresserait c'est de vous montrer les besoins qu'on avait en termes de pédagogie pour enseigner le calcul littéral, qui est toujours un chapitre un petit peu fastidieux, pour dire les choses gentiment. Et après, je vous parlerai dans un deuxième temps de l'expérimentation en elle-même, ce qui s'est passé devant les élèves, ce qu'on a pu observer en tant que prof. Donc Élise Lavoué, je suis donc enseignant-chercheur à l'université Lyon 3 et au laboratoire l'IRIS, donc espèce un petit peu rare là, à l'EdTech, mais il y en aura plus bientôt. Et on va vous parler, donc c'est un projet de recherche, mais qui s'est traduit concrètement par une application, et on va vous parler des usages. Sébastien, qui avait pour objectif ce projet donc de soutenir la motivation des élèves et faciliter leurs apprentissages à l'aide d'éléments ludiques qu'on ajoute à un environnement d'apprentissage. Alors, ce projet, je dois dire qu'il a été financé par l'appel à projet IFRAN de la Caisse des dépôts. Voilà. Et ce qui est important de dire, parce que là on parle, c'est vrai que c'est centré sur les usages par les enseignants, mais ce qu'on tenait à dire aussi dans le cadre de ce projet, c'est que c'est un projet qui a duré pendant 5 ans, qui a été en collaboration, et je pense que c'est assez unique, c'était porté par l'Université de Lyon, et là il se termine en fin d'année 2021. Et ce qui était vraiment unique, c'est cette collaboration qu'on a eue à la fois avec le rectorat, puisque le rectorat qui a contacté des différents collèges, on a travaillé avec 5 collèges différents pendant ces 5 ans. On a travaillé avec des laboratoires de recherche, un laboratoire en informatique, le LIRIS, un laboratoire en sciences de l'éducation, ECP, à l'université Lyon 3 où on a tout un ensemble d'ingénieurs pédagogiques du centre de pédagogie, du pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique, une entreprise et du NAO, alors qui est située à Paris, désolé, c'est pas la Tech Lyon. Elle n'existait pas à l'époque. Et ça, voilà, pour dire, c'était vraiment, et tout ça, donc pour concevoir et évaluer, vraiment expérimenter sur le terrain les effets de ludification. Donc quand on parle de ludification, ici, on a vraiment voulu voir ce que c'était, les effets sur la motivation et aussi sur les pratiques des enseignants, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, concrètement, donc la plateforme, elle ressemble à ça. On a, tu peux présenter Sébastien. Oui, donc on a, c'est des exercices de maths, désolé quand même, qu'on a essayé de ludifier au maximum avec différents éléments ludiques qui peuvent être avatar, classement, chronomètre. Tu leur diras, tu reviendras sûrement là-dessus. Dans l'objectif de motiver, d'augmenter la motivation des élèves en testant au départ et à l'arrivée, et sur la dernière phase même en cours d'expérimentation. Et puis donc il y avait la question en bas, donc je vous laisse réfléchir si vous arrivez à le voir. 2 fois 5x, moins 2 fois 5x, je vous laisse trouver la réponse. Et donc un petit élément ludique là qu'on peut voir, c'est l'avatar, avec un personnage qui va gagner petit à petit, je me souviens plus, un chapeau, des objets, c'est ça. C'est ça, collecter des objets. Au cours quand ils répondent bien au quiz, ils ont petit à petit des objets qui viennent habiller l'avatar. Alors, je voulais pas le faire, parce que chercheur, je me dis, je vais pas parler de théorie. Et Sébastien m'a dit, si, vas-y, on a justement trouvé ça intéressant dans le projet. Alors, je vous en parle un tout petit peu de ce sur quoi on a fondé aussi l'approche de conception de l'environnement. En fait, il y a une typologie, je l'ai mis ici, j'ai laissé volontairement en anglais parce que les termes sont très difficiles à traduire. En fait, on sait aujourd'hui que, et en fait, on n'invente rien de nouveau, que les personnes, en général, et les élèves, vont avoir des préférences différentes pour des mécaniques de jeu. On a des élèves qu'on va appeler, par exemple, le player, il va vouloir jouer pour jouer. On va avoir l'achiever, c'est celui qui va être très compétitif et qui va vouloir avoir le plus de points possible, être le meilleur, qui va aimer le challenge.
On va avoir le free spirit qui va vouloir être autonome dans la découverte de l'environnement. Voilà. Et on a le disrupteur, je fais vite, le disrupteur qui va toujours chercher à tester les limites, qui va tester le système, voir s'il fonctionne, trouver des bugs et ainsi de suite. On a ceux qui vont être plus philanthropes et qui vont avoir besoin d'avoir vraiment un but, quelque chose à réaliser, du sens dans son activité. Le socializer qui va être plus dans les interactions sociales avec les autres. Donc on a les élèves. Sébastien me disait justement que... Ouais. Nous, en fait, en tant qu'enseignants, on a des profils d'élèves, alors qui ne sont pas des profils de gamers, mais qu'on va retrouver très vite, dès qu'ils vont être sur tablette en train de faire leur exercice. On retrouve l'élève qui veut tout finir, qui a eu 9 sur 10, qui nous demande s'il peut revenir sur l'exercice pour avoir 10 sur 10, et on voit que vraiment il y tient. On voit ceux qui sont sociables, qui ont besoin de bosser avec les voisins. Et il y a des classes où ça fonctionne particulièrement bien. C'est un projet, normalement, il devait répondre individuellement. Mais quand on voit des élèves qui prennent en main l'exercice et qui se plongent dedans et qui veulent en discuter avec le voisin, du moment qu'ils ne font pas de bruit, allez, tant pis pour l'expérimentation. On a des fois un petit peu faussé le truc, mais quand les élèves sont à fond sur du calcul littéral, il ne faut pas les arrêter. C'est précieux, c'est assez rare. Donc on retrouve ces profils. Alors nous, c'est des profils d'élèves. Non, on ne dit pas trop, on arrive après. Ouais, voilà. Oui. Et donc oui, on retrouve ces préférences pour certaines mécaniques de jeu différentes. Et ce que l'on sait aussi, je vous apprends rien, c'est que les élèves ont différents niveaux, différentes motivations vis-à-vis des maths. Alors je vais pas aller sur le schéma filles-garçons, mais en tout cas, il y en a qui vont aimer les maths, d'autres qui vont pas aimer. Et ce que l'on a voulu voir, c'est dans quelle mesure, à la fois ces préférences pour des mécaniques de jeu et ces motivations pour la discipline, là en l'occurrence les mathématiques, vont avoir finalement un effet sur ce que la ludification va provoquer chez eux. Motivés ou démotivés, parce qu'il y a un discours général qui dit la ludification ça marche toujours, le jeu ça marche toujours. Et on voit finalement que c'est beaucoup plus mitigé que ça. Et je pourrais vous en dire 2 mots si vous voulez, et Sébastien en parlera aussi. On a donc dans cette démarche collaborative dont on parle entre partenaires, tous les vraiment d'horizons variés qui étaient dans le projet, fait ce qu'on appelle une séance de conception participative. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir ici sur la photo, on a créé des cartes de conception, un jeu de cartes qui permettait ensemble, et ça tu reviendras aussi sur le scénario, de pouvoir à la fois réfléchir entre enseignants, concepteurs, chercheurs, développeurs, travailler ensemble autour d'une table pour définir à la fois les scénarios pédagogiques et les éléments ludiques qu'on vous souhaitait mettre en place. Tout ce travail-là, il aboutit à 6 éléments ludiques différents et qui donc justement reposent sur des mécaniques différentes également. Donc on a assez classique le score et les badges qui sont des récompenses. Plus on répond bien au quiz et plus on augmente son score. Et là, ce qui est important, c'est que par exemple dans les badges, il faut répondre à 100% juste pour avoir le badge en or, ce qui va provoquer certains comportements d'ailleurs. Dans la progression, c'est pouvoir suivre où j'en suis dans la réponse au quiz ou aux leçons. L'avatar, c'est plus la collecte, mais sans forcément avoir un but. C'est de la collecte, c'est le plaisir d'avoir des objets qui vont déguiser l'avatar. Le chronomètre, c'est l'élève qui va se comparer à un temps de référence qui est le sien, mais quand il a répondu juste, évidemment, pas quand il a répondu faux. Mais là, ça va inciter finalement à répondre de plus en plus vite. On va avoir le classement qui a été beaucoup discuté avec les enseignants. Chronomètre aussi. Et chronomètre aussi. On a des éléments ludiques qui sont très clivants. Donc, soit ça marche à fond, soit pas du tout. Et il a fallu pour certains élèves dire tu oublies le chronomètre, tu essaies de comprendre, voilà, tu fais tranquillement, tu fais à ton rythme. Donc, des fois, on a complètement occulté ça en disant tu t'en fiches. Ouais. Sur le classement aussi, quand on a conçu, au départ, la question c'était quand on fait de la ludification, il ne faut pas démotiver, il faut motiver. Et les élèves qui vont être plus en difficulté, s'ils se retrouvent à la fin du classement, on va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va le démotiver. Donc ce qu'on a fait, c'est que ce n'est pas un classement réel par rapport aux élèves qui sont dans la classe, mais on a créé un classement fictif où finalement l'élève ne pourra jamais être dans la deuxième partie de la classe, donc toujours dans les 50% les meilleurs. On a triché. On a triché. Non, on leur a dit qu'ils se comparaient aux élèves de l'année précédente. En tout cas, ils savaient qu'ils ne se comparaient pas avec ceux qui étaient dans la classe en même temps. Et alors, ça c'est un schéma, juste pour dire donc que ce que l'on a fait dans l'expérimentation,
c'est qu'on a pris, donc on retrouve leur niveau de motivation et leurs préférences de jeu. Et selon, donc, en fait, faut voir qu'on a fait 2 grandes phases d'expérimentation, une en 2018 et là, une en 2021. La première expérimentation a été menée avec 258 élèves dans 4 collèges différents. On avait attribué aléatoirement des éléments ludiques et on a pu observer que, effectivement, les préférences de jeu et le niveau de motivation initiale pour les mathématiques avaient une influence sur l'effet de la ludification et sur la motivation des élèves. Donc on a pu, ce qu'on appelle des règles d'adaptation, on a pu choisir l'élément ludique qui était le mieux adapté à chacun des élèves. Et donc c'est ce qu'ils ont utilisé pendant 8 séances en classe. Donc c'est un seul élément qui a été utilisé, parmi les 6 que je vous ai montrés là, et celui qui était le mieux adapté. Je te laisse la parole maintenant, Sébastien. Ouais. Moi je vais vous ramener 4 ans en arrière, quand l'équipe Ludimoodle nous a demandé de créer des contenus mathématiques qui allaient être ludifiés. Et donc on s'est réunis avec mes collègues, on a passé du temps là-dessus, et on a surtout commencé par se demander quels étaient nos besoins, quels étaient nos manques dans notre pédagogie, dans ce qu'on fait au quotidien, quand on fait un chapitre de maths. Et alors pour vous expliquer ça, je vais juste prendre une petite minute pour vous expliquer comment on conçoit un chapitre, enfin en tout cas avec mes collègues. On commence par une très courte phase de mise en situation, de donner à l'élève le besoin de l'outil qu'on va lui présenter. C'est-à-dire on ne va pas lui présenter le théorème de Pythagore directement comme ça, on va lui mettre dans une situation où il a besoin de cet outil-là pour se dire « Ah oui, tiens, ça pourrait m'être utile » et du coup, il va être réceptif pour les prochaines heures qu'on va avoir par la suite. Et ensuite, on fait le cours de façon classique, on présente donc notre théorème de Pythagore ou autre, on présente le contenu. En général, sur ces phases-là, on a des élèves concentrés parce que c'est nouveau, c'est important, ils ont entendu parler, ils savent que voilà, c'est des maths, il faut suivre. Et après, on arrive dans la phase qui est moins sympa, où on a fait quelques exemples en classe, et maintenant, à vous de jouer les élèves, on vous donne des exos, il faut essayer de les faire, et on a besoin de répéter, on a besoin de faire ses gammes, d'automatiser. De la même façon qu'en sport, on répète un geste technique, ou en musique, on fait ses gammes. En maths, malheureusement, on a cette phase qui est pas la plus agréable, qui est assez fastidieuse. Et nous, c'est à ce moment-là, on a du mal à motiver nos élèves. Ils veulent bien faire 2-3 exercices vite fait. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Et puis dans les vals, si c'est pas exactement le même exercice, c'est pas bon, parce qu'ils en ont pas fait assez. Alors évidemment, les maths se résument pas à faire des séries, des batteries d'exercices, heureusement. Mais c'est un petit passage dans certains chapitres, notamment les chapitres calculatoires. Si on n'en fait pas, si on regarde juste le prof qui fait, on en fait 1 ou 2, et puis on passe à la suite, l'année d'après, il reste rien. Il reste un « Ah oui, je me souviens, la distributivité, on l'avait vu ». Ouais, très bien, mais l'élève ne sait pas faire. Donc nous, on avait besoin d'exercices qu'on puisse répéter, qu'on puisse refaire. Et donc on s'est demandé sur quel chapitre on allait prendre. Le niveau était 4e, et 4e, ça tombe bien, il y a le calcul littéral, qui est typiquement le chapitre assez indigeste, où il y a toutes les X, toutes ces étapes qui ne sont pas très compliquées, où les élèves comprennent vite, mais ils sont très réticents à répéter. Et donc, donc on a mis en place les exercices, on a créé ça. Il a fallu s'harmoniser entre nous parce qu'on n'a pas exactement les mêmes pratiques et il fallait qu'on ait le même cours. Donc la trace écrite devait être exactement la même. Il fallait que la présentation, les activités d'introduction, tout ce qui allait être fait en classe et dit, autant que possible, soit à l'identique. Alors, ça a ses limites, hein. On n'a pas prononcé les mêmes mots exactement, mais voilà, on s'est harmonisé autant que possible pour ne pas fausser l'expérience. Et puis après, après j'ai envie de dire c'est parti, hein, si j'ai rien oublié. Au final, on a abouti, donc il y a 8 séances scénarisées, c'est-à-dire avec une progression dans les exercices, dans la difficulté. Et donc c'est trace écrite des explications de la notion en début de cours. Et puis, donc on n'a pas précisé, mais tout ça c'est réalisé sur tablette. Parce que on a souhaité aussi observer l'effet de ludification sur chacun des élèves. Et chacun avait son propre élément de ludification. Donc, ils avaient chacun aussi leur tablette pendant l'usage. Et du coup, on va se transporter 3 ans plus tard, donc l'an dernier, pour le résultat devant les élèves. Cette année, oui, année scolaire précédente et printemps 2021. Et donc, on a regardé le résultat. Alors, il y avait des phases intermédiaires, mais je vais vous zapper ça pour aller vite, pour aller directement à l'essentiel. On voulait savoir si ça marchait ou pas. Et devant la classe, ça marche. Ils sont dedans. Les gamins sont captivés.
On a deux profils de classe. On a des classes où c'est le silence total et ils sont sur leur tablette, sur leur exo, chacun dans son coin. Et on a des classes où ça collabore, ils se mettent à travailler à plusieurs. Mais dans tous les cas, on voit que ça fonctionne. Alors, la toute première fois, il y a un petit temps de prise en main de 10 minutes pour le temps de prendre en main la tablette, l'interface Ludi Moodle. Mais après, ça y est, ça ritualise, ça s'automatise. Et on sort les tablettes, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et ça fonctionne. Alors, je voulais vous présenter un petit peu une séance type, un petit peu comment on a fonctionné, puis pour vous montrer un petit peu aussi les réactions des élèves. En général, quand on commençait par présenter la notion, faire un petit bout de cours, et puis une fois qu'on leur donne les tablettes, moi j'essaie surtout de me mettre en retraite, rien dire. Tiens, voilà, à vous de jouer. Et forcément, il va y avoir plein de questions. Débrouillez-vous, essayez, tentez, osez, faites des erreurs, c'est pas grave, c'est un jeu. Et le droit à l'erreur en maths, il est compliqué. Je ne sais pas si c'est plus en maths qu'ailleurs. Enfin, moi, c'est un sentiment qu'en maths, on n'a pas le droit de se tromper. Il y a un poids sur les maths. Il faut à tout prix réussir. Il y a parfois une angoisse des parents aussi, qui a été transmise aux enfants. Donc voilà, on dédramatise ça avec la ludification, avec l'outil numérique aussi. Ils écrivent quelque chose, personne n'est là pour regarder, pour vérifier. Ils ont la réponse. Et si c'est faux, ils peuvent refaire l'exercice. Il n'y a rien de grave. Donc un premier temps sans rien dire pour qu'ils se plongent dedans. Et puis quand même au bout de 5-10 minutes, il faut quand même mettre un petit peu en commun parce que dans les classes, on a des élèves avec des profils très très hétérogènes et on a des élèves qui malheureusement en 4e ont un petit niveau 6e, pas plus. Donc là quand on commence à parler avec des X, des choses comme ça, c'est compliqué. On avait fait attention en créant les contenus de ne pas mettre des valeurs numériques qui puissent les pénaliser. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, par exemple, j'ai eu une élève de 3e qui n'a pas réussi à faire, c'était 6 plus 7. Elle ne savait pas. On a essayé avec les doigts pour montrer tout ça, mais et pas une élève qui n'arrive pas de l'étranger. Enfin, voilà. Bon, donc on a quelques élèves qui sont en grande difficulté sur le calcul mental de base. Et donc pour ces élèves-là, il ne fallait pas qu'il y ait des nombres trop grands. Et donc au début, au bout de 10 minutes, une petite phase où on fait le premier exemple ensemble. On vérifie que tout le monde a compris. Ça les rassure, et puis après, c'est parti, c'est très répétitif, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont réussi à faire le premier, le deuxième, c'est le même, c'est juste qu'on a changé les nombres, et on répète, avec difficulté progressive, et une banque d'exercices suffisamment longue pour que même le très très bon élève, qui comprend très vite, il ait à manger, à boire. Il ait de quoi faire pendant 1 heure. Alors, nous, ça ne durait pas 1 heure, parce que le temps d'installer les tablettes, les sortir, faire la petite phase de présentation au début. Donc, en gros, on avait 30-45 minutes dans les meilleurs cas pour travailler réellement sur tablette, mais il fallait occuper tout le monde jusqu'à la fin de l'heure. Et donc après, une fois que cette petite explication est donnée, on se met en retrait. Et là, on voit que ça fonctionne en fait. C'est-à-dire quand le prof, il n'a plus rien à faire et qu'il passe de temps en temps aider un élève, que soit c'est un grand silence, soit avec un petit bruit, parce qu'il y a quand même quelques élèves qui discutent entre eux pour voir s'ils sont d'accord, ça marche, quoi. Et ça fait plaisir, quoi. De voir que cet outil-là, non seulement il répond à notre besoin, nous, sur ce chapitre-là précisément, qui est chiant, je ne veux pas le dire autrement, calcul littéral 4e, même nous, vraiment, ce n'est pas le chapitre vraiment qui nous fait envie. Et voilà, et les gamins, ils accrochent, et ils comparent leurs éléments ludiques, et ils ont envie de refaire l'exercice sur du calcul littéral, parce qu'ils n'ont eu que 9 sur 10. Mais très bien, vas-y, refais, ouais, pas de souci. Alors avec quelques contraintes, le chrono... Oui. On revient sur la question justement du profil et le fait que tout élément de ludification ne va pas forcément plaire. Oui, et la ludification en elle-même ne plaît pas à tous les élèves. Il y a des élèves qui disent mais qu'est-ce que c'est que ça? On transforme mon exercice de maths qui était quelque chose de très sérieux, mon papa m'a dit, en quelque chose qui... on met du jeu vidéo là-dedans, on se moque de nous. Mais globalement, on va dire à 80-90%, ça marche, et ça marche très bien, quoi. Et sur le reste, il y a des élèves qui... c'est ludique, pourquoi pas, ça les gêne pas. J'ai eu rarement des élèves qui me disaient que c'était, qui trouvaient que c'était un effet négatif, quoi. Après, classement, chrono, sur un bon élève, très bien. Ça les booste, ils vont à fond, ils sont contents, ils sont tout fiers. Sur un élève fragile, rajouter un chronomètre, évidemment, on sent que c'est pas le bon. Alors, il y avait la possibilité de changer d'élément ludique. Ça, c'est peut-être toi qui vas en dire plus, parce que moi, je l'ai pas. J'avais des classes où je ne pouvais pas les changer, moi. Alors, on avait tenté d'adapter dynamiquement au cours des séances les éléments ludiques, mais finalement, il y a eu assez peu d'adaptation, donc je ne vais pas forcément refaire un retour
là-dessus aujourd'hui. Mais alors, c'est marrant que... Enfin, marrant. Tu nous dis donc, que ça a fonctionné très globalement, et je pense que c'est juste. Pour un petit mot sur les résultats, donc nous, on a collecté toutes les données qu'on a traitées de manière plus objective. Enfin, c'est des questionnaires qu'on a traités pour voir la variation de motivation donc, entre le début, la motivation à faire des mathématiques, avant les 8 séances et à la fin des 8 séances. Et ce que l'on peut voir globalement, c'est que pour ceux qui sont déjà bons, enfin pour ceux qui sont les meilleurs, la motivation a tendance à décroître. Mais ce qui est très intéressant, et ça, les 4 enseignants qui ont participé nous disent que sur les élèves qui d'habitude rechignent à faire des maths et à faire les exercices, ça a été plutôt très très bon. Enfin, on a vraiment un peu en décalage. Parce que je pense que c'est vraiment un point important pour ceux que ça intéresse. C'est-à-dire que mes bons élèves, ils réussiront toujours. J'ai pas de souci avec mes bons élèves. Je peux être le plus mauvais prof du monde. Les bons élèves, ils comprennent. Voilà. Le problème, c'est l'élève moyen, voire l'élève en difficulté et en très grande difficulté. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Et c'est pour cela où ils réussissent à faire des maths, alors que d'habitude, ils sont en blocage, ils sont dans l'incompréhension, ils sont en stress parce que ça les renvoie une image d'eux-mêmes qui est très négative. Et là, le fait de ne pas avoir le regard des autres, ils sont tout seuls sur leur écran. Alors, toute la question est, est-ce que c'est bon ou pas d'être sur un écran ou pas? Mais là, en tout cas, ça résout un problème face à une peur des maths, face à la peur de la comparaison avec les autres, beaucoup de choses vraiment. Et puis, ils ont le temps. J'ai des différences de vitesse, mais qui sont impressionnantes. C'est-à-dire que je peux avoir un élève qui fait 10 exercices pendant que l'autre en fait qu'un. Et ça permet de gérer l'hétérogénéité. On nous demande de différencier, voilà, on a eu moult formations là-dessus, sur les usages du numérique, etc. Mais là, on a quelque chose qui répond vraiment à une difficulté. Comment je fais avec des élèves qui ont des niveaux extrêmement hétérogènes, sur un chapitre qui n'est pas du tout intéressant, pour les motiver, pour les accrocher. Et, je pense, et l'approche de ce projet par rapport à ce qui peut exister dans d'autres outils de jeu, de ludification, c'est vraiment cette approche de dire, et on parlait de personnalisation tout à l'heure, dans plusieurs présentations, d'adaptation des éléments. Et là, c'est vraiment ce que nous, on a voulu tester sur le terrain pour voir concrètement, est-ce que vraiment ça marche d'adapter. Et quand on a, en fait, dans cette expérimentation, on avait tout un ensemble d'élèves qui avaient des éléments adaptés, des éléments ludiques, et d'autres qui avaient des éléments ludiques qui n'étaient pas adaptés, qui étaient distribués aléatoirement. Et on a pu tester vraiment sur le terrain que quand on personnalise, quand on donne l'élément qui est le mieux adapté, alors la motivation est plus élevée. Donc, c'était de pouvoir objectiver que c'est ce qu'il faut retenir. Enfin, nous, en tout cas, le message qu'on veut faire passer, aussi bien enseignants, tous les partenaires du projet, ce qu'on a pu voir, c'est que la ludification ou le jeu ne marche pas à tous les coups. Ça dépend vraiment des élèves qui sont en face. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, et qui n'est pas simple à répondre, c'est est-ce que c'est un système informatique qui doit proposer automatiquement à l'élève un élément? Est-ce que l'élève lui-même saura ce qu'il a envie d'avoir? Sachant que quand même ça peut être très subjectif. Nous on voit que généralement il déteste le timer et pourtant quand on regarde les résultats, c'est celui qui a eu le plus d'impact et qui a permis de... Enfin voilà. Et voilà, est-ce que c'est l'enseignant? Voilà, et quand on discute... Tu me disais justement que l'enseignant est celui qui connaît très bien ses élèves et pourrait globalement choisir. Je me sens de proposer pour tel ou tel élève ou de changer l'élément ludique qui lui était proposé. Et encore que pour certains élèves, des fois je ne prétends pas être sûr, mais on sent sur certains élèves que telle chose ça va marcher, telle autre. Et puis quand ils commencent à se mettre sur la tablette, quand ils commencent entre guillemets à jouer sur du calcul littéral, voilà, là on voit vraiment ce qui marche et pour d'autres qui marchent moins. Et on pourrait se dire tiens, tel élève, tel profil. Alors voilà, on a nos profils, nous, en tant que profs, c'est-à-dire au bout de quelques années, on voit passer des centaines et des centaines d'élèves, on reconnaît en fonction de leur motivation, de leur confiance en eux, voilà, de leur connaissance, de leur implication. On a des profils très, très précis d'élèves qui correspondent plus ou moins au profil de gamer, et donc l'adaptation des éléments ludiques, là, il y a quelque chose, à mon avis, qui peut vraiment booster la motivation, l'envie d'apprendre, et puis que ça soit, j'allais dire que ça devienne un plaisir. Alors, faut peut-être pas exagérer, ça reste du calcul littéral, mais en tout cas que ça soit, que ça passe mieux, que ça soit moins amer. Et là, ouais, il y a des élèves qui vraiment, c'est limite s'il fallait pas leur enlever la tablette à la fin en disant non mais tu vas en récré, c'est ma pause. Alors, j'exagère, hein, pas tous, pas tout le monde, mais en tout cas, ouais, il y a un réel impact sur ce qui est pour moi dans ma pédagogie en ce moment. Enfin, voilà, à l'époque. Dans ma pratique d'enseignant, le plus
plus compliqué, le plus délicat, faire passer ces chapitres-là, à cet âge-là, avec des élèves aussi hétérogènes et aussi, comment dire, pour certains peu motivés par l'école. Je dirais, ils sont là parce qu'ils sont au chaud, mais ils sont gentils aussi. Voilà. Si vous avez des questions, du coup. Bonjour, Elsa Masson d'Atorica. J'ai travaillé pour l'association Animat aussi. Vous avez parlé des résultats de motivation par rapport au niveau initial. Est-ce que vous en avez par rapport au genre et au milieu social, puisque les maths sont une matière très marquée socialement? Merci. Je laisserai la parole à Stéphanie, qui est notre représentante en sciences de l'éducation, qui avait plus analysé ça. Bonjour, Théo de la société Frelo. Nous on crée des programmes de FLE, de français pour les étrangers. Je me demandais, vous parlez d'efficacité sur la motivation des apprenants. Est-ce que vous avez aussi mesuré l'efficacité dans la partie acquisition vraiment des compétences? Et je me demandais aussi si c'était le seul fait, enfin, est-ce que vous arrivez à séparer le fait de proposer des activités au format numérique qui crée de la motivation par rapport au fait vraiment que ce soit la gamification qui ait créé cette motivation? Les résultats, parce qu'on s'est vraiment posé la question, hein, on voit que ça marche, on voit qu'ils sont contents, ils apprennent, etc. Les évaluations qu'on fait en fin de chapitre, difficile de savoir si c'est mieux ou moins bien, et surtout ce qu'on a regardé, c'est l'année d'après. Parce qu'en fait, une évaluation, c'est assez subjectif. Si elle est très proche de ce qu'on a fait en classe, elle sera bien réussie. Elle va dépendre aussi du niveau de la classe. Hein. Et donc, on a regardé avec les collègues l'année d'après ce que ça donnait. Et on a trouvé qu'ils étaient plutôt bons, mais là aussi, c'est tellement subjectif parce que les classes varient. On a l'impression que ça les accrochait et du coup, ils ont compris. Mais ça mériterait d'être vraiment évalué sur toutes les classes, faire des tests avec des classes qui n'ont pas eu l'expérimentation. Donc, on a, voilà, à part du subjectif, plutôt oui, mais sur le reste... Oui, on se pose la question, effectivement. Après, on n'a pas mesuré les acquisitions parce que justement, on ne voulait pas que ce soit un biais non plus dans l'étude elle-même. Puisqu'on regardait l'impact sur la motivation, les élèves qui savaient qu'ils allaient être évalués à la fin, ben forcément, il y a ceux qui allaient avoir plus peur. Ça allait forcément avoir un biais sur cette motivation. Donc, ça a été un des choix qui a été fait dès le départ dans la construction du projet. Mais ça serait en fait, finalement, une autre expérimentation encore à mener qui serait ciblée proprement là-dessus. Après, la question de savoir si c'est les contenus pédagogiques ou la gamification qui va faire qu'ils apprennent. Alors là, en fait, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on a fait un peu comme analyse. En fait, nous, on a collecté toutes les interactions, c'est-à-dire tous les logs, le moindre clic qu'ils ont fait, le moindre quiz auquel ils ont répondu, en combien de temps. On a tout ça, on l'a collecté de manière totalement anonyme, hein, je vous rassure. On a respecté RGPD. Voilà. Et on a pu observer les différents types de comportements. Parce qu'on voulait s'intéresser à la notion d'engagement et de comportement engagé. Et on a pu voir 3 grands types de comportements. Il y a ceux qui, et c'est induit par les éléments ludiques qui sont proposés, il y a ceux qui refont le même quiz pour atteindre les 100%, les 10, enfin tout juste.
Et là, souvent, on les a interrogés, les élèves, c'est pour avoir le badge en or ou avoir le maximum de points. Et là, on peut se dire, et profil achiever, oui, bien, ça joue. Et on peut se dire, dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont vraiment... C'est surtout la gamification et le fait d'avoir des éléments ludiques qui vont les inciter à le faire. Mais finalement, voilà, ils arrivent quand même à avoir les 100%. Après, il y a ceux, on a pu voir dans l'autre type de comportement, il y a ceux qui vont répondre à tous les quiz au fur et à mesure, 100%, sans chercher à avoir les 100%, mais qui vont chercher à tout compléter. Et ça, on peut se dire, enfin, moi j'interprète, c'est plutôt le profil bon élève qui va faire ces exercices. Enfin, je ne sais pas, Sébastien, si... Voilà, le bon élève qui va faire l'exercice et qui finalement ne va pas plus se préoccuper des éléments ludiques qui sont sur la tablette. Et puis, il y en a d'autres qui... attendez, j'ai un creux. Il y a ceux qui vont... non, bref, c'était les deux comportements principaux. En tout cas, vraiment, qui sont... On voyait vraiment ceux qui sont motivés par les éléments ludiques et ceux qui sont motivés essentiellement par les contenus, quoi. Ça se dégage et c'est ce que j'observe aussi dans la classe, quoi. Une dernière question. Merci. Bonjour. J'avais une question pratique. En fait, j'enseigne les mathématiques et je voudrais savoir si je veux faire ce genre de choses avec mes élèves. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'un ordinateur, ça va? Est-ce qu'on a besoin de tablettes? Est-ce qu'on n'a pas de tablette chez nous? Voilà, c'est tout. Alors, c'est une très bonne question. Disons que pour l'instant, on a expérimenté, c'est un proto qui fonctionne. Et comme toujours, sur le proto, il va falloir qu'on puisse le passer en phase de production et de diffusion. Et voilà, c'est l'enjeu aujourd'hui. En fait, à l'issue du projet, on a deux outils. On a cet outil-là qui est vraiment dédié, voilà, l'outil Ludimodel qui s'intéresse, qui est pour l'apprentissage de l'algèbre, le calcul, des quiz sur les calculs littérales. Donc ça, c'est ce qu'on vous a présenté et ce qui a été expérimenté en classe. Et ça, donc, comme je disais, c'est un prototype et on espère va pouvoir être ensuite diffusé. Et bien entendu, l'idée, c'est de le diffuser en open source. Ça, c'est l'objectif. Et et ça, j'en ai pas parlé parce que il était proposé cette année. C'est un plugin générique pour ceux qui utilisent Moodle. Ce plugin, lui, il s'appelle Ludic. Et il est disponible sous Moodle, donc vous pouvez le télécharger, le mettre en place. C'est directement, on crée le cours, et pour chaque section de cours, on peut associer un élément de ludification. Donc là, il n'y a pas cette notion de personnalisation et adaptation au profil, mais il y a toute la ludification qui est faisable et qui n'existait pas aujourd'hui encore sous Moodle. On avait juste level up ou des badges, mais assez basiques. Là, c'est vraiment un pack complet de ludification d'un cours. Donc je vous invite à aller voir sous Moodle, parce que sous Moodle, c'est open source, mais ça ne vit que s'il y a une communauté autour. Merci beaucoup. Je vais devoir. Merci à vous. Merci beaucoup.